6 ans et demi, mes parents m'emmènent voir une compétition de vélo trial. Je tombe amoureux du sport. Vraiment, je vois ces gars-là avec leur vélo qui montent sur des rochers et tout, et je dis waouh, c'est ça que je veux faire. C'est quand même assez dur le vélo trial. Faut s'imaginer que c'est un sport où tu apprends par l'échec. Tu essayes de monter sur un obstacle 10 fois, 15 fois, 100 fois, 1000 fois s'il faut. Et un jour, tu vas y arriver parce que tu as compris le geste, le mouvement à faire. Je me rappelle, la première course, c'était sortie de l'hiver. C'était à Aulargues, ultra physique. J'ai fini la première journée avec des crampes et je finis 17e de la première course. Deuxième Coupe de France, je finis deuxième. La troisième, je la gagne et je gagne le général de la Coupe de France fin 2019 à Loudanviel. Et celui qui gagnait en gros la course gagnait le général. Du coup, dans la dernière spéciale, on avait 3 secondes d'écart et il a fallu qu'on fasse la diff dans la dernière spéciale. Et je gagne la dernière spéciale, du coup, je gagne le général. Depuis que je suis tout petit, ma mère, elle me dit « Alex, tu peux pas vivre du vélo. On ne vit pas du vélo, c'est pas un métier. » Première année où il y a une Coupe du Monde à Loudanviel, je m'éclate. Fracture de l'omoplate, je tombe dans un arbre. C'est la première spéciale, fin de saison. Et surtout, on avait commencé à mettre l'acquisition de données sur les suspensions pendant les recos pour pouvoir ajuster en direct et adapter au terrain, en fait. Et ça a été game changer, quoi. Grosse déception de perdre le maillot. Ça a été un coup dur vraiment derrière. J'ai mis du temps, tu vois, à l'accepter et à digérer ça, quoi. C'est vrai que des fois, on peut avoir même un peu de pression, tu vois, par rapport aux sponsors, de se sentir redevable, tu vois, tu dois être présent, tu dois performer, mais pour être performant, il faut aussi être bien dans sa tête, bien dans son corps. Donc des fois, il faut s'écouter quand même. Que ce soit Monténofel, Méga Avalanche de l'Alpe d'Huez, Méga Avalanche de la Réunion, les 3 courses sont très très physiques. Que ça soit haut du corps, mais aussi pédalage. Les deux combinés, tu finis la course, t'es rincé. L'objectif, c'est quand même de faire le hot shot, partir devant et essayer de rester devant le plus possible, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo. Dans En roue libre, je vous partage des conversations avec des personnalités, athlètes, experts et dirigeants connus ou méconnus, mais toujours passionnés pour qu'ils et elles nous partagent leur parcours, leur expertise et leurs conseils. En roue libre, c'est aussi des reportages pour découvrir les coulisses du monde du vélo et les secrets des marques qui le font avancer pour attiser votre curiosité et faire grandir votre passion du vélo. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. Alex Rudeau est pilote professionnel d'enduro VTT et champion du monde de la discipline en 2024. Rien ne prédestinait Alex à faire carrière en enduro et encore moins à devenir champion du monde. Car ses premières compétitions, c'est avec un vélo et un VTT trial qu'il y a participé dès l'âge de 6 ans et demi. Mais après 16 ans passés sur les zones, l'Ardéchois cherchait un peu de nouveauté. Il est tombé amoureux de l'enduro et son âme de compétiteur l'a rapidement poussé à se fixer des objectifs pour le moins ambitieux. Le parcours d'Alex, c'est le parcours d'un sportif de haut niveau qui, à l'image de nombreux autres athlètes, a touché le sommet, mais aussi les abysses. Et dans cet échange, il nous rappelle que les champions sont avant tout des humains et que pour performer au plus haut niveau, il faut d'abord s'écouter et se respecter. Dans cet épisode enregistré en marge de la Méga Avalanche de la Réunion, attendez-vous à découvrir pourquoi, selon lui, le trial peine à attirer de nouveaux pratiquants malgré le fait qu'il forme des pilotes parmi les plus techniques du plateau, pourquoi il a persisté en compétition enduro malgré des débuts difficiles, son amour immodéré pour les pédales plates et pourquoi vous ne le verrez pas de sitôt sur des pédales auto, les coulisses de la création de sa structure et les sacrifices qu'il a dû faire pour pouvoir gérer cette dernière en parallèle de sa saison, son parcours et la préparation qui lui ont permis d'aller décrocher le premier titre de champion du monde de l'histoire de l'enduro en 2024, et comment il a vécu la perte de son titre en 2025, ses conseils aux sportifs qui soient ou non de haut niveau afin d'éviter la dépression ou le burn-out, sa stratégie de course pour tenter de détrôner le roi Hugo Pigeon sur le podium de la Méga Avalanche de la Réunion, et plein d'autres choses. En roue libre vous est présenté par Line, mon agence de conseil et de production dédiée au monde du vélo. Si vous voulez clarifier votre positionnement, définir votre stratégie de communication, produire des contenus, lancer des campagnes, organiser des activations événementielles ou tout simplement gagner en visibilité, je peux vous accompagner directement avec une expertise pointue construite sur 25 années passées dans l'industrie du cycle. Pour en savoir plus, vous pouvez réserver un appel directement avec moi sur agenceline.fr, agenceline.fr. Un rapide message du sponsor de cet épisode, Shifter. Si vous travaillez en magasin de vélo ou si vous le dirigez, vous le savez mieux que n'importe qui, votre temps est précieux. Et la dernière chose dont vous avez envie, c'est d'en perdre avec la gestion de la boutique. Caisse, stock, commande, atelier et compta. Shifter, c'est une solution de gestion pensée pour les magasins de vélo.
un seul outil qui regroupe la caisse, la gestion du stock, les statistiques de votre activité et un module de planning atelier. Et Shifter est déjà connecté aux plateformes des principaux distributeurs français et européens. Vous pouvez l'essayer dès aujourd'hui et profiter de 30% de remise sur votre abonnement avec le code EnRouxLibre30. Et en plus, chaque mois, une boutique ayant utilisé ce code sera tirée au sort pour gagner 1 an d'abonnement offert. Rendez-vous sur app-shifter.com/enrouxlibre ou cliquez sur le lien dans la description. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à mon invité du jour, Alexandre Rudeau. Bon Alex, tu regrettes pas les pédales loto là pour cette méga ? Et figure-toi que je les ai essayés avant de venir. Hein. J'ai failli les mettre et tout, mais avec la pluie qu'ils annoncent, je devrais être bien en plate. Ouais. Non, franchement, ça va. Ouais. À savoir, bon, on va en reparler un petit peu après des pédales plates versus pédales auto, mais donc pour l'info, on est à Saint-Gilles, on est à la Case Bambou, un lieu magnifique. Qui nous accueille comme des rois. Regardez, on a le petit cocktail Bora Bora qui va bien. On remercie Baptiste et puis toute l'équipe de la Case Bambou pour nous accueillir ici et nous offrir un écrin magnifique. Et on vous invite à regarder la vidéo sur YouTube ou sur Spotify d'ailleurs pour voir un petit peu dans quel écrin on est. Donc on est ici dans le cadre aussi de la méga avalanche de l'île de la Réunion et l'idée avec cet épisode c'est de vous faire découvrir un peu le lieu et puis voilà et de passer un petit moment à parler de ça. Donc Alex, on parle des pédales plates, mais il y a une histoire derrière quand même. T'as toujours roulé en pédale plate, mais pour une raison assez simple, c'est que tu as eu un passif avant l'enduro. Bon, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur tout ça. On va attaquer direct avec la question qui démarre un petit peu tout à chaque fois, c'est c'était quoi ton premier contact avec le vélo ? Premier contact, ça remonte à il y a très longtemps. Tu vois, moi, j'ai un souvenir de quand j'étais tout petit, vers 2-3 ans, faire du vélo devant la maison, devant chez mes parents, dans la rue, avec mes roulettes. Et je rentre dans le garage, je dis à mon père, papa, tu peux m'enlever les roulettes ? M'enlever les roulettes, je suis parti dans la descente qu'il y avait devant et zaï, quoi. Allez, donc 3 ans. Ouais, par là, ouais. Ah ouais. Ah, c'est tôt déjà. Ah, c'est tôt, ouais. Ouais, j'aimais bien le vélo. C'était la forme de liberté, tu vois, devant chez moi, de pouvoir partir faire ce que je voulais un peu à droite à gauche. Et après, le vélo m'a suivi en fait toute ma vie, j'ai envie de dire. Et la compétition, c'est arrivé à l'âge de 6 ans et demi, 7 ans. Waouh. Mais ouais, avant ça, on partait en camping-car avec mes parents. On avait toujours les 4 vélos sur le porte-vélo derrière. Et du coup, toujours un vélo, quoi. Ok. Et alors, tu parles de compétition à 6 ans et demi. Pourquoi et comment ? Et enfin, c'est quoi le contexte ? En gros, à 6 ans et demi, mes parents m'emmènent voir une compétition de vélo trial à Colombier-le-Vieux, du coup, en Ardèche, de là où je suis originaire. Et je tombe amoureux, quoi, du sport. Vraiment, je vois ces gars-là avec leur vélo qui montent sur des rochers et tout, et je dis waouh, c'est ça que je veux faire. Et du coup, me voilà parti à essayer de faire du vélo trial au club une fois par mois, le samedi du coup. C'était un samedi par mois, on avait un entraînement. Et c'était parti comme ça, quoi. Je commence à faire du vélo trial. Donc, vélo trial, pardon, pour préciser, c'est 20 pouces. Ouais, c'est ça, vélo trial 20 pouces. Le vélo trial, du coup, qui est un sport où c'est du franchissement, franchissement d'obstacles. Et ouais, ça m'a pris comme ça, quoi. J'ai commencé petit à petit, je suis allé sur mes premières compétitions, du coup à l'âge de 7 ans. Et tout de suite, ça me plaisait. C'est quand même assez dur le vélo trial. Il faut s'imaginer que c'est un sport où tu apprends par l'échec. Donc, c'est-à-dire que tu essayes de monter sur un obstacle 10 fois, 15 fois, 100 fois, 1000 fois s'il faut. Et un jour, tu vas y arriver parce que tu as compris le geste, le mouvement à faire. Et ça me plaisait, tu vois. Je suis un mec un peu têtu et j'aime ce genre de défi. Donc, ouais, ça a commencé comme ça, on va dire, vraiment la compétition vélo. Ok. Est-ce que tu peux me dire et nous dire, parce que on a un petit peu parlé de trial avec Aurélien Fontenoy il y a quelques temps, et on n'en entend quand même pas beaucoup parler du trial.
pour ceux qui nous écoutent, pour qu'on comprenne tous bien de quoi il s'agit. Donc, on a le vélo trial 20 pouces, un vélo qui est sans tige de selle. Bon, à une époque, il y avait une tige de selle sur les vélos il y a plus de selle trial. maintenant, mais quand j'ai commencé effectivement à l'âge de 6 ans, j'avais une petite selle sur le vélo. Ouais. Et à côté, on a le VTT trial qui lui est 26 pouces. Ouais, c'est ça, ouais. 24 et 26 pouces. 24 et 26 ça englobe pouces. les deux, ouais. Ok. Quelle différence il y a entre les deux en dehors de la taille des roues? En termes de riding, c'est complètement différent. Les sensations en fait sur le vélo sont bien différentes. Je peux pas te le comparer dans le VTT, si ce n'est peut-être le hardtail et le tout suspendu. Tu vois, c'est vraiment des sensations différentes, quoi. Tu peux faire la même chose, mais t'as vraiment pas le même feeling. Okay. On va dire que le 20 pouces, c'est un vélo qui est beaucoup plus agile, beaucoup plus nerveux, dynamique, et où tu pourras placer plus précisément comme tu as envie. Et par contre, le 24-26 pouces, avec les plus grandes roues, c'est plus dur, tu vois, à placer sur une arête d'un rocher, à tourner avec sur la roue arrière. C'est un peu plus c'est un peu plus encombrant, donc moins facile de ce côté-là. Par contre, ça a des plus grosses roues, donc tu peux franchir des obstacles plus gros sur le papier. Ok. Après, en vrai, c'est assez kiff-kiff quand même. Ouais. Si on fait un petit arrêt encore sur la discipline, effectivement, c'est une discipline qui est pas vraiment sur le devant de la scène. Comment est-ce qu'on explique ça? Sincèrement, je sais pas trop. Je pense que c'est juste purement politique. Parce que c'est une discipline qui est magnifique, magnifique à regarder. C'est un sacré spectacle. Et ça mériterait justement d'être sur le devant de la scène, tu vois. C'est une discipline qui est facile à téléviser. C'est beau à voir, quoi, tu vois. Et ouais, j'arrive pas trop à l'expliquer, si ce n'est des volontés politiques au-dessus, quoi. Ok. Ouais. Et c'est dommage, quoi, parce que vraiment, c'est un beau sport. Les athlètes, c'est des sacrés athlètes. Et donc, ouais. Et d'un point de vue pratiquant, on en a un petit peu parlé du fait que ce soit quand même assez ingrat. C'est élitiste, ouais, très élitiste. C'est long. Tu dis 50, 100 fois, 1000 fois pour franchir un truc et puis, ok. Versus des pratiques type pump track, dirt, bike park, etc., sur lesquels le kiff est instantané quasi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui regarde le trial pour lui presque donner envie d'en faire? Bon, que t'es pas obligé de commencer par faire des gros obstacles pour déjà te faire plaisir. Tu peux commencer à un moindre niveau, tu peux y aller avec ton VTT, n'importe quel vélo au final, tu vois. T'es pas obligé d'acheter vraiment un vélo trial pour en faire. D'ailleurs, moi, je continue à faire du trial la plupart du temps avec mon VTT. Tu vois, le vélo trial, je l'ai toujours dans le garage, mais je m'en sers beaucoup moins, peut-être 3-4 fois par an maximum. Et par contre, j'en fais souvent avec mon VTT, quoi. Dès que je vois un caillou à grimper ou un petit truc à faire, tu vois, comme ça, j'y vais, quoi. Ouais. Et donc, ouais, c'est juste ça. Juste se faire plaisir, essayer, et que c'est pas grave si on n'y arrive pas, quoi. Juste réessayer, pas se faire mal, toujours, mais ouais, prendre du plaisir comme ça. On a vu des pilotes comme Aurélien Fontenoy qui lui est trialiste. On a Florent Payette qui a fait beaucoup de trial en VTT et moto également. Qui d'autre? On a Johan Barilli. Nico Vouilloz aussi, je crois qu'il a un petit passé trial. Ok. Johan Barilli, ouais, effectivement. Johan Barilli. Et donc, pour moi, dans ma conception, il y a plusieurs très très bonnes écoles du vélo. Il y a le BMX et le trial. Et après, en bouffer du VTT. Mais pour moi, c'est une excellente école. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Tu vois, moi, je dis qu'il y a ces deux écoles aussi. Le BMX, le trial. Le BMX, il va t'apporter un peu plus un style fluide, des sauts, de la vitesse et tout ça. Et le trial, qui est plutôt sur un côté technique, on va dire un peu plus à basse vitesse, de manier son vélo à l'arrêt et tout ça, quoi, avec de l'équilibre. Et donc, ouais, si tu mets les deux en même temps, on va dire que t'es l'athlète parfait. Ouais. Tu rajoutes un peu de physique, du cross-country et c'est bon. T'as pas fait de BMX, toi? Non, pas du tout. J'en fais un petit peu, tu vois, maintenant en pump track et tout ça pour m'amuser, mais sinon, non. Ok.
Bon, donc 6 ans et demi, tu commences la compétition. C'est quoi la suite? Enfin, comment ça se passe pour toi? Je fais du coup 16 ans de vélo trial quand même. Ok. Donc ouais, beaucoup de compétitions, régionales, nationales, internationales, très vite quand même. Je fais mon premier championnat du monde jeune, je crois que j'avais 12 ans. J'étais en Benjamin, en Espagne, ouais. Et du coup, ça s'enchaîne comme ça, quoi, tu vois. Plus tu vas loin, plus tu as envie d'aller aller chercher encore plus loin, quoi, tu vois. Donc c'était motivant. J'adorais ça, quoi, faire du trial, vraiment. C'était tous les soirs après l'école, je montais sur mon vélo, je m'entraînais sur 3 palettes devant la maison, sur le mur à côté de la maison. Et les entraînements au club une fois par mois, du coup. Faut se dire que c'est vraiment rien, quoi, une fois par mois au club, mais après tu t'entraînes chez toi, c'est comme ça que tu progresses et tout ça. Et ouais, ça a évolué comme ça, quoi, petit à petit, le trial, vraiment passion avant tout. J'avais les études quand même à côté, tu vois. Mes parents m'ont toujours poussé sur le côté d'abord études. Si t'as des bonnes notes, bon ok, on va sur les compétitions. Et donc ouais, ça marchait bien. On partait tous les week-ends sur les compétitions quasiment avec le camping-car. Ouais, c'était cool. C'est toi qui étais demandeur, c'est toi qui étais demandeur de la compétition. T'aimais ça? Ouais, vraiment, ouais. Ouais, je suis très compétiteur. Et si tu demandes à mon entourage proche, ils te le diront que entre le Alex à l'entraînement et le Alex en compétition, c'est 2 personnes différentes, 2 niveaux différents en plus. J'arrive à me surpasser, tu vois, quand je suis en compétition. Donc, ouais. Et j'adore ce petit côté adrénaline de la course et de la compétition. Donc, ouais. Qu'est-ce que tu as accompli du coup pendant ces 16 ans? Quelques titres, des trucs un peu sympas? Ouais, pas mal de titres régionales. Je saurais même pas te dire le nombre de titres de champion régional. J'ai 3 titres de champion de France 20 pouces qui sont pas considérés. Il se met à pleuvoir. Mais bon, tu penses que ça s'entend? Non, mais on va pas bien l'entendre. Par contre, nous, on s'entend pas trop. Ouais. Wow. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que il se met à pleuvoir à La Réunion. Et quand ça pleut bien comme il faut. Donc voilà. Tu penses que ça s'entend? Là, c'est bon. Ouais, normalement, c'est bon. Parfait. Et du coup, 3 titres de champion de France 20 pouces. Ok. Qui sont pas très officiels. Tu vois, j'ai pas de maillot de champion de France parce que à la Fédération française de cyclisme, on considérait pas la catégorie 20 pouces comme une catégorie. Ah ouais. Ouais. Donc j'ai toujours trouvé ça dommage. Il y avait un titre scratch du coup. C'était pas forcément 26, mais c'était scratch. Ouais. Et ce qui était dommage, c'est qu'à l'UCI, le champion de France 20 pouces, du coup, il était reconnu champion de France. Mais au niveau de la Fédé, on n'était pas reconnu comme champion de France. Ah. Donc c'était un petit paradoxe, tu vois, en mode j'étais obligé de porter le maillot de champion de France sur les Coupes du Monde normalement. Ouais. Mais j'étais pas reconnu par la Fédé, donc j'avais pas de maillot. C'est bizarre ça. Assez bizarre. Ouais. Mais bon, du coup 3 titres de champion de France. Je fais 2 fois 3e au championnat du monde junior. Donc 2 médailles de bronze. On fait 2 fois champion du monde par équipe. Donc ça c'est une compétition, ils prennent une personne de chaque catégorie. 2 juniors, 20 pouces, 26 pouces, 2 élites, 20 pouces, 26 pouces, et une femme. Du coup, c'est une zone, et dans la zone, tu dois marquer le plus de points possible. Et ça faisait le championnat du monde par équipe. Wow. On était 2 fois champion du monde par équipe, ça c'était vraiment cool. Ça te mettait, tu sais, un sorte de stress supplémentaire parce que c'était plus que pour toi. Ouais. T'étais au service de l'équipe. Donc ouais, non, c'était cool, des belles expériences, quoi, des belles années trial. Fait beaucoup de voyages aussi avec l'équipe de France et tout, notamment. On avait des championnats du monde en Chine, Norvège, Afrique du Sud. Donc ouais, des beaux moments, quoi, en vélo trial. Mais alors, tu vois, autant je peux te donner quelques noms de pilotes VTT trial masculins. Ouais. Des Français notamment, je suppose. Ouais. Mais en féminin, tu peux nous donner des noms? Il y a Marion Porcher qui était du coup moi quand je faisais du trial la meilleure française. Ok. Et ouais, je sais pas combien de titres de championne de France elle a eu, mais ouais, énormément.
Et après, ouais, c'est les plus jeunes. Donc, effectivement, on les connaît beaucoup moins. Ok. Et sinon, il y avait des Gemma Abant, qui étaient au niveau mondial, des Espagnols. Ouais. Gemma et Mireia, 2 sœurs des Espagnols qui roulaient très fort. Et ça, c'était un peu plus vieux. Moi, quand je suis arrivé, déjà, elles étaient sur la fin de carrière. D'accord. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup moins parler des Ah ouais. femmes dans le vélo trial. Enfin, ce qui est fou, c'est que déjà, bon, le trial, on n'en entend pas trop parler. Et le trial féminin, Beaucoup moins, ouais. il y a des... Et pourtant, là, j'ai revu des vidéos de certaines femmes à l'heure actuelle sur les Coupes du Monde. Et ça a pris un niveau de fou, quoi. C'est vraiment beau à voir. Mais c'est marrant parce que tu vois, je fais le parallèle avec l'escalade. Ouais. Et en escalade, je vois des filles, Bien sûr. des femmes grimper avec un niveau stratosphérique parce que parfois elles sont plus légères que les hommes. Enfin, en tout cas, avec une physionomie différente, avec d'autres qualités physiques et techniques. C'est hyper impressionnant. Alors, si c'est la même chose dans le trial... Le point où on voyait la différence, surtout, c'était au niveau de l'engagement chez les femmes. Il y avait beaucoup plus d'appréhension et de peur sur l'engagement dans ce sport-là, quoi. Ok. On a beaucoup de mouvements en trial où ça va sur l'avant. Ouais. Et ouais, la crainte, en fait, il y a cette chose-là, en fait, chez l'humain, la femme qui cherche à se protéger, notamment, tu vois, le ventre et tout ça. Ouais. Et nous, on a beaucoup de contact avec le guidon, la potence, sur le ventre. Et du coup, ouais, est-ce que tout ça est lié, tu vois, je sais pas, mais je pense quand même. Donc, 16 ans de compétition. Qu'est-ce qui t'a fait switcher, bouger, enfin, faire autre chose? Ouais, 16 ans de compétition, 6 ans à haut niveau en équipe de France. Ouais. J'avais l'impression d'avoir fait un peu, tu vois, le tour. J'arrivais un peu à mon maximum. Je rentrais des fois en finale de Coupe du Monde. Pas tout le temps. Il faut savoir que c'est les 6 premiers en finale de Coupe du Monde. Mon meilleur résultat en Coupe du Monde, c'était une 5e place en élite. Et ouais, j'ai l'impression de stagner, quoi, de pas pouvoir aller plus loin. Je gagnais pas d'argent grâce à ça. Ouais. Donc, je bossais quand même à côté. Et justement, ce boulot-là, du coup, qui était de moniteur VTT, que j'avais commencé, ça m'a ouvert, en fait, une porte vers le VTT, on va dire, all mountain et enduro, quoi. Comment ça s'est fait, ça, d'ailleurs? Parce que tu fais du vélo trial et devenir moniteur de VTT, c'est... Comment c'était venu, ça? J'ai passé mon bac, je suis parti en STAPS. Ça me plaisait pas du tout, les études. C'était beaucoup à distance et tout, sur le STAPS de Valence. Et du coup, j'étais perdu, tu vois, dans ma scolarité. Et mon entraîneur à cette heure-là, donc Serge Froissart, que je salue, qui était aussi les sélectionneurs de l'équipe de France, tu vois, de trial, m'a dit, passe ton DE VTT. Lui, il avait une structure où il donnait des cours de VTT et tout ça. Du coup, il m'a dit, passe ton DE et au moins, tu auras un bagage et tu pourras continuer tes études si tu veux après. Mais dans un premier temps, pas ça. Moi, je savais pas quoi faire à ce moment-là. Du coup, je me suis dit, OK, je vais passer ça. Je me suis régalé pendant cette formation. Tu vois, j'ai vraiment découvert plein de choses, et notamment l'entraînement. Je me suis passionné pour ça. Et je commençais à encadrer, du coup, en VTT, dans les clubs qu'il y avait autour de moi, autour de chez moi, à Valence et tout. Et petit à petit, je me suis dit, j'aimerais bien proposer un peu des stages perfectionnement VTT avec tout le bagage technique que j'avais en trial. Je me suis dit, ça pourrait intéresser du monde. Sauf qu'en VTT, t'imagines bien que si j'arrivais, je proposais mon stage VTT, j'étais pas connu. Je voyais ça un peu compliqué de me vendre sans faire partie vraiment du milieu. Du coup, je me suis dit, je vais aller faire 2-3 courses dans le coin, des courses régionales, me faire connaître un petit peu. Et puis on verra, quoi, tu vois. Sauf que les courses que j'ai commencé à faire, j'ai été plutôt pas mauvais direct. Les premières courses d'enduro, je faisais que tomber. Hein. Vraiment, chaque spécial, je tombais 3-4 fois par spécial. Et j'avais quand même des résultats qui étaient pas si mal. Du coup, j'ai voulu aller voir un peu plus loin. Tu vois, me dire, OK, on va continuer à faire de l'enduro. Et c'était cool, quoi. Ça m'a apporté une expérience, tu vois, de fou. Et en même temps, je progressais. Donc, j'ai continué. Course régionale, course nationale. Puis, apparemment, ça a bien marché, quoi, tu vois. D'ailleurs, là, tu nous parles d'enduro, mais pourquoi l'enduro, d'ailleurs? C'est ce que je faisais, en fait.
Parce qu'à côté du trial, l'hiver, je roulais en VTT avec mes parents, quoi, tu vois. Ils font pas mal de vélo et tout, donc on allait tous les hivers. Je posais le vélo trial, je faisais ma coupure du trial et je roulais en VTT tout l'hiver. Et moi, ce que j'aimais, c'était monter et me faire plaisir dans la descente. Le côté technique de la descente, c'est ce que je préfère. Du coup, moi, je me tirais à la bourre en descente et je faisais en fait déjà de l'enduro, mais sans le savoir. Et du coup, c'est ce qui me plaisait le plus, où je me sentais plus en accord, tu vois, avec la discipline. Plutôt que le cross-country qui était vraiment très physique. En venant du trial, j'ai pas non plus un physique de foot. T'imagines que les zones de trial, c'est 2 minutes. T'as 6 zones à faire et elles font 2 minutes. Donc, si tu veux, mon endurance sur 1 heure, elle n'existait pas, quoi. Et déjà en enduro, quand j'ai commencé à faire des compétitions avec 50 km et 2000 de D+, ça a été dur. Hein. Les premières courses, je finissais, j'étais cramé. Mais ouais, c'est quand même ce qui me plaisait le plus, quoi. Et la descente ? Descente, je suis pas très bon. Honnêtement, tu vois, tout ce qui est virage relevé, saut et tout, c'est pas là où j'étais à l'aise. Donc la vitesse, ça m'a. Ouais, vitesse, et vraiment cette technique-là aussi, tu vois, du saut et du virage relevé. C'est vraiment des techniques, tu vois, spécifiques et que j'ai dû bosser énormément là après, pour être meilleur encore en enduro, parce qu'on arrive à retrouver des spéciales où il y a ce genre de choses. Donc, il a fallu que je le bosse, quoi. Mais c'est pas ce qui m'attirait énormément, tu vois, les sauts et tout. Moi, ce que je préférais, c'était justement la partie un peu plus lente, technique, les belles épingles, les choses comme ça. Là où je me retrouvais un peu plus avec mon bagage technique du trial. Le naturel. Ouais, vraiment, ouais. Le naturel, les petits singles, des choses comme ça. Et en plus de ça, faire des spéciales différentes. Rester la même journée sur une seule spéciale, moi, je trouve ça fou, quoi. Quand je vois les mecs en DH qui passent 4 jours sur la même descente, ouais, c'est pas la même chose, quoi. Vraiment pas. Moi, je préfère prendre mon vélo et aller me faire 3 heures, faire 4-5 descentes et partir dans la nature, quoi. Ok. Donc là... Le ride à vue aussi. Ride à vue, ça, c'est quelque chose que j'adore. Ok. Vraiment. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai bien aimé les Coupes de France quand je les ai faites au début, tu vois. Si t'avais des spéciales à vue et tout, donc ouais, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans l'enduro. Et alors, là, tu commences les premières compètes et tu vois que il y a peut-être un truc qui va bien. À quel moment tu t'es dit vraiment, ouais, là, il faut que j'y aille? Ouais, les premières compètes, première course régionale, je finis 4e. Première Coupe de France, c'était à Raon-l'Étape, je crois que je finis 17e, 18e. Donc tu vois, un top 20, c'était pas trop mal. Je finis 12e du premier championnat de France, du coup, en 2018. Et suite à ça, j'arrête pour 2018. En fait, j'ai pas fait beaucoup de courses en 2018. Et je continue ma saison trial. Et 2019, je me dis, j'aimerais bien faire une saison complète d'enduro en Coupe de France et aller chercher un top 10 et peut-être quelques top 5 dans la saison. Et je me rappelle, la première course, c'était sortie de l'hiver. J'avais quasiment pas touché le vélo. C'était à Aulargues, ultra physique. On avait 1007, 1008 de D+ par jour. J'ai fini la première journée avec des crampes comme pas possible. Il faisait 30 degrés. C'était quoi? C'était en mars ou avril. Genre, il faisait super chaud. Et je finis 17e de la première course, Coupe de France du coup. J'étais là, pas trop progressé depuis l'année dernière. Sauf que j'étais cramé, quoi. Enfin, j'avais pas d'entraînement, rien. Et 2e Coupe de France, je finis 2e. La 3e, je la gagne. Et du coup, je me suis battu, en fait, toute l'année pour jouer le général de la Coupe de France. Et je gagne le général de la Coupe de France fin 2019 à Loudanvielle. Avec une belle bataille avec Louis Jandel. Et on est dans la dernière spéciale, on était tous les deux 1 et 2 avant la dernière spéciale. Moi, j'étais en tête devant lui. Et celui qui gagnait en gros la course gagnait le général. Du coup, dans la dernière spéciale, on avait 3 secondes d'écart et il a fallu qu'on fasse la diff dans la dernière spéciale. Et je gagne la dernière spéciale, du coup, je gagne le général. Énorme. Donc ça, c'est ta 2e saison? Ou première vraie saison complète. Vraie saison, ouais. Et 2e saison où je fais de l'enduro, quoi. J'ai fait 3 courses en 2018 et 2019, je fais une première saison complète. Ah ouais. Donc, il y a eu ça, les Coupes de France. Et là, tu roulais sur quoi, pardon? Sur un Specialized. Ok. J'étais ambassadeur pour Specialized France. Ouais. Et même quand je faisais du trial, déjà, je roulais avec les casques, les gants, les tenues spé.
Et donc, ouais. Donc, ouais, je gagne ce général de Coupe de France. Et à côté de ça, j'avais attaqué les premières Coupes du Monde, quoi, les EWS. Première EWS 100 à Madère, du coup en amateur. Là, pareil, première journée. EWS, c'est Enduro World Series. C'est ça, voilà. Qui s'appelle EDR maintenant, Coupe du Monde EDR. Et première journée catastrophique. Je finis 22e de la première journée. J'avais tout arraché, dérailleur. Je finis, ma dernière spéciale, je la fais chainless. Et deuxième journée, je remonte et je finis 4e du coup à la fin du week-end. Ce qui était du coup pas trop mal, tu vois, en EWS 100 et tout. Et surtout, j'avais fait une 4e place au scratch dans une spéciale avec les pros. Donc là, je me suis dit en mode, il y a quand même quelque chose, quoi. Ouais. Il y a un petit truc à aller chercher. Et la course d'après, la Coupe du Monde d'après, le WS d'après, c'était à Canazei. Et je passe du coup en EWS classique. J'étais plus en EWS 100, plus en amateur. Et là, pareil, je roule plutôt bien. Je faisais encore des erreurs, je tombais encore beaucoup. Il y a une spéciale où je finis encore 4e. Donc là, c'était plus au scratch, c'était vraiment inscrit que j'étais 4e de la spéciale avec les pros. Et je finis 14e de la course. Là, je me suis dit, ouais, c'est quand même pas mal, quoi. Pour une deuxième Coupe du Monde et tout. Et c'est là où j'ai commencé, tu vois, à rêver un peu d'essayer d'intégrer un team et d'essayer de passer professionnel, quoi, clairement. S'il faut savoir que depuis que je suis tout petit, ma mère, elle me dit, Alex, tu peux pas vivre du vélo. On ne vit pas du vélo, c'est pas un métier. Donc, ok. Mais du coup, je suis quand même devenu entraîneur VTT où je vivais donc de ça. Donc déjà, c'était un premier pas pour dire à maman, regarde. Et le deuxième pas, c'est quand j'ai signé mon premier contrat pro en 2021 avec Commande Salle. Qu'est-ce qu'elle a dit à ce moment-là? Elle a dit, c'est vrai, tu peux en vivre. Mais elle m'a quand même dit, attention, ça peut ne pas durer longtemps. Il y a les blessures et tout ça. Donc ouais, elle a avoué qu'on pouvait en vivre. ça a mis du temps aussi à ce qu'elle comprenne que ce soit un vrai métier aussi. Même quand j'étais payé du coup pour faire ça, pour elle, ça restait quand même pas forcément un vrai métier. C'est quoi un vrai métier? Pour moi, un vrai métier, c'est quand tu es payé de ce que tu fais. Oui. Pour moi, c'est clairement que ça. Que tu fasses du vélo ou autre. Que tu fasses du vélo ou n'importe quoi. C'est juste ça. Ouais. Et tes parents, ils faisaient quoi? Ma mère, elle est infirmière de bloc opératoire. Okay. Et mon père, il a été mécanicien vélo pendant 10 ans quand je suis né. Et après, il est passé conducteur de camion dans les travaux publics. Ok. Et là, il est à la retraite maintenant. Allez. Ouais, donc on peut comprendre que quand tu es infirmière en bloc opératoire, déjà, tu vois des trucs parfois pas toujours hyper drôles. Et ouais. Elle a jamais voulu que j'ai de mobilette quand j'étais jeune, par exemple. Ah. Elle l'a envoyé trop passer au bloc opératoire d'accident. VTT, non? VTT, elle a envoyé moins. Ouais. On n'est pas une région non plus avec des casse-cou en VTT, tu vois. Ok. On a parlé pédale plate versus pédale auto en tout début de cet épisode. Il y a quand même un moment où quand tu arrives en enduro, tu vois un petit peu ce qui se passe. J'imagine, t'étudies, t'analyses, tu regardes. Ah, machin, les gars, ils roulent avec quoi? Et tu constates que quand même, il y a beaucoup de gens qui roulent en pédale auto. Il y a aussi des gens qui roulent en pédale plate. Comment est-ce que toi, t'as appréhendé ça? Est-ce que tu t'es dit, non, mais de toute façon, moi, ma pratique du VTT, c'est les pédales plates? Ou est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais regarder un peu comment ça marche Ouais, quand j'ai commencé, effectivement, t'as la plupart des pilotes qui roulent en pédale auto, donc j'ai pas forcément regardé tout de suite, tu vois. Je fais mes premières années 2018-2019 sans me poser trop la question. Tu vois, j'étais vraiment là pour le plaisir, découvrir, donc il n'y avait pas cette notion d'aller chercher un peu plus de performance. Et du coup, je me posais pas du tout la question à cette époque-là. 2020, je rentre dans le team des Ravanel, du coup, le Commande Salle Enduro Team. Et j'ai eu la chance d'ailleurs qui m'oblige pas, tu vois, à passer en pédale auto, ce qui aurait pu être le cas. Par contre, ils m'ont dit, si tu veux essayer, il n'y a pas de souci. J'ai eu une paire de chaussures, une paire de pédales
dès le début avec le team. Et j'ai pas essayé de suite parce que un nouveau vélo, tu vois, à découvrir et tout ça. Donc j'ai quand même commencé en pédale plate. Par contre, on est rentré du coup en confinement début 2020. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion d'essayer les pédales auto. J'ai la chance là où j'étais confiné, d'avoir un jardin qui était plutôt assez grand. Je me suis tracé un virage gauche, un virage droit. Et je m'amusais à déclipser du pied gauche, reclipser, déclipser du pied droit dans les 2 virages. Je me suis amusé à faire ça, mais pendant quasiment tout le confinement, pour essayer de m'habituer aux pédales auto. Parce que, effectivement, tu te dis, il y a tout le monde qui roule en pédale auto, c'est qu'il doit y avoir un vrai gain. Et le peu que j'avais essayé, tu avais quand même un beau gain au pédalage. Donc, je me suis amusé à faire ça pendant quasiment un mois. Quand on est sorti du confinement, je roulais du coup en pédale auto. Je suis parti dans le Beaufortin pour encadrer des cours de futurs moniteurs vélo. On a pris la saucée comme pas possible, dans le gras, dans les épingles. J'arrivais pas à déclipser mes pieds, je faisais que tomber. Et là, quand c'est le prof qui fait que tomber pour donner des cours, au gars, ça la fout mal déjà. Et puis moi, je prenais pas de plaisir, quoi. Du coup, la semaine d'après, j'étais encore dans le Beaufortin. Je savais qu'il allait pleuvoir. J'ai remis le pédale plate. Je suis retourné là-bas, je me suis régalé. Et là, tu dis, bon, ok, on va peut-être garder les pédales plates. Je m'en suis pas arrêté là. Je les ai remises dans l'hiver qui en suivi, en me disant, il me faut peut-être plus de temps pour m'habituer, tout ça. Et j'ai surtout essayé de faire des chronos comparatifs. Tu vois, pour avoir un vrai truc en mode, ouais, peut-être que tu te sens pas à l'aise, mais si le chrono est bien meilleur, tu peux t'autoriser de perdre un peu de temps et tout ça. J'ai fait une spéciale chronométrée, pédale plate. Je refais la même en pédale auto derrière. Je me suis explosé. Vraiment, je me suis mis une boîte. Je sais pas, j'étais à 40 km/h. Je me suis couché. J'ai pas réussi à déclipser. Et là, j'ai dit, c'est terminé. Je l'aimais plus. Et du coup, j'ai continué en pédale plate suite à ça. Et surtout, j'avais, tu vois, l'exemple de pilotes qui étaient très bons devant aussi. Bien sûr. Il y avait Sam Hill qui gagnait les Enduro World Series et tout à cette époque-là. Et pour moi, il n'y avait pas de raison que, du coup, un pilote en pédale plate soit bien moins performant. Fallait compenser par d'autres atouts, on va dire. Mais du coup, je me suis dit, il y a quelqu'un qui y arrive, moi, je peux y arriver aussi. Même si on parle évidemment de Sam Hill. Même si on parle de Sam Hill et que j'ai énormément de respect pour Sam Hill. Ah, évidemment. Sam Hill, grande légende quand même du VTT de descente et enduro également. Fervent. Oh, il a toujours roulé en plate, pardon. En plate, ouais, toujours. Toujours. Et donc effectivement, quand tu vois une référence comme ça, tu dis, il n'y a pas de raison. Et il paraissait facile en plus. Ah bah oui. C'est ça qui était vraiment inspirant, tu vois. Je me suis dit, lui, il le fait avec une facilité. Ouais. Moi, je vais peut-être en chier un peu plus, tu vois. Ça va peut-être me demander plus de temps et j'arriverai pas à son niveau. Mais au moins, je continuerai à me faire plaisir avec mes pédales plates. Ouais. Ok. Donc et à l'heure actuelle, tu vois, il y a des moments où j'ai des regrets. Tu vois, où je suis en mode, peut-être qu'avec des pédales auto, je pourrais être plus performant physiquement sur des pédalages et tout ça. Mais par contre, le plaisir que j'ai sur mon vélo, il est tellement supérieur que les regrets, tu les oublies vite, quoi. Ouais. C'est marrant parce que en t'écoutant, alors moi, je suis à la base plutôt team plate. J'ai toujours roulé en plate et fait des mégas en plate et tout ça. Je suis passé aux autos et j'aime bien le feeling et j'aime bien le fait de pas trop me faire secouer, ou en tout cas j'aime bien la stabilité quand dans le défoncé. J'avoue qu'il y a des moments où je serais pas contre remettre une petite paire de pédales auto plate, pardon, je confonds à chaque fois, mais plate dans des parties racines où t'es content de sortir le pied. Ouais, quoi. même dans la terre, dans du très poussiéreux et tout, comme on a, tu vois, là, ici. C'est incroyable. Virage à plat et tout. Ouais. T'es 100 fois plus en sécurité, quoi. Tu sais que ton pied, tu peux le sortir à tout moment. Tu peux aller chercher un peu plus de limites. Et ouais, tu peux mettre beaucoup plus d'angles, on va dire. Et même pour rebondir par rapport à ce que tu dis, que t'aimerais un peu plus de stabilité. Enfin, tu préfères la stabilité des pédales auto dans le défoncé et tout. Mais ça, j'ai envie de te dire, ça vient juste des réglages de ton vélo,
des chaussures et des pédales que tu as. Parce que moi, typiquement, c'est pas dans les parties descendantes défoncées où je suis dérangé, quoi, tu vois. Ma gêne, elle est plutôt quand c'est du pédalage défoncé. Tu vois, pédalage dans des racines, pédalage dans des cailloux. En fait, ce moment où t'allèges, t'as un pied qui s'allège et que tu prends un choc. À ce moment-là, tu peux avoir le pied qui saute. Si la vitesse, elle saute, tu peux avoir le pied qui saute. Mais sinon, en partie de descente, à aucun moment, je suis dérangé, quoi, tu vois. Et là, si par le vélo exemple, est bien réglé, si les chaussures et les pédales vont bien. là, sur le haut de la méga, là, où c'est des dalles de lave bien Quand ça défoncées. descend, tu vois que je pédale pas, ça va bien. Ok. La petite partie au début, là, où il faut pédaler un peu dans les laves, là, ça demande beaucoup plus de technique, quoi. Ça demande un certain pédalage. Ok. Mais sinon, après, en descente, à aucun moment, je me dis, ben là, ça va pas. D'accord. Bon, donc tu rentres chez donc les Ravanel, Cécile et Cédric. C'était le Commensal Enduro Project à Commensal l'époque Enduro Team. Enduro Team, ouais. Qui était un team du coup privé, mais sponsorisé par Commensal. Ok. Donc là, tu passes de privateer à team un peu officiel. Ouais, team professionnel, quoi, Team clairement. professionnel. Voilà. Comment ça se passe justement cette arrivée? Est-ce que tu découvres des trucs dont tu n'avais même pas idée, ou tu te dis ah ouais, tiens, ça va, je me sens un peu à la maison, tu vois? Non, ouais, je découvre tout en fait. Tout ce que c'est le monde professionnel dans le vélo et tout. Parce que autant te dire qu'en trial, tu vas comme ça le week-end avec les copains et tu fais ta compétition. Même en haut niveau? Ouais, ça reste. Ok. Ça restait très amateur, quoi. À l'époque. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, ça a quand même bien changé. Mais du coup, je découvre une autre facette, quoi. L'entraînement, la rigueur, tout qui rentre en compte, quoi, tu vois. Et du coup, ben, ça m'a quand même bien plu de rentrer dans cette atmosphère-là. Les Ravanel aussi qui ont une rigueur qui est ultra carrée, quoi. Et d'apprendre du coup avec eux, c'était quand même pas mal, tu vois. Ça m'a ouvert un spectre de ok, c'est ça le sport de haut niveau, c'est vers ça qu'il faut tendre. Et si tu veux devenir encore meilleur, bah ouais, va falloir continuer là-dedans, quoi. Ouais. C'était quoi pour toi le plus gros morceau sur lequel tu as progressé? Si toutefois il y en a un en particulier, mais tu arrives dans ce team, t'avais déjà un peu des bonnes qualités techniques, j'imagine un peu physiques, mais est-ce qu'il y a un truc en particulier où là c'était ah ouais d'accord, tu explosé quoi? Ouais, bah tu viens de le dire, le côté physique. Ouais. Tu vois, c'est ce qui me manquait énormément en venant du trial. Comme je disais, tenir 50 km et 2000 de D+, avant, j'y arrivais pas du tout, quoi. Donc, Cécile m'a entraîné, du coup, pendant ces 2 années où j'étais dans le team avec eux. Et c'est là où vraiment j'ai senti la différence. Et pas que sur le fait de tenir la journée, mais aussi sur le fait de tenir mon vélo. Ça, c'était un truc assez impressionnant. Tu vois, je tombais énormément quand j'étais du coup au début de ma carrière, tu vois, en vélo, enfin en VTT enduro, je tombais énormément. Et en fait, de m'entraîner, je trouvais que je tombais beaucoup moins, mais parce que je tenais beaucoup plus mon vélo. Ok. Donc, c'était assez cool, quoi, tu vois. Ouais. Ce côté-là, et le fait aussi, je pense, d'avoir un vélo qui est le Commensal en alu, qui aidait aussi de ce côté-là, qui pardonnait beaucoup plus. Ok. Je pense que les deux combinés, vraiment, ça m'a vraiment aidé. Donc là, le niveau physique, tu sens que vraiment Ouais, vraiment physiquement. Et puis, quand même, le niveau technique, la vitesse aussi sur le vélo. Parce que, comme on disait tout à l'heure, le BMX, c'est l'école qui t'amène la vitesse, la fluidité, les sauts et tout ça. Et le trial, c'est quand même plutôt à basse vitesse. Et du coup, j'avais vraiment du mal à lâcher les freins dans des lignes droites, défoncées et tout. Être habitué, en fait, à rouler vite. C'était quelque chose que j'avais pas l'habitude. Et j'ai vraiment progressé là-dessus, à faire des shuttles, aller rouler à Finale, à San Remo. On roulait aussi à côté de chez les Ravanel, tu vois, Nice et tout le sud, en fait. Pendant l'hiver, on roulait énormément sur tout ça. Donc, ouais, ça m'a bien aidé à acquérir ces compétences-là. Ok. D'autres choses sur lesquelles tu as beaucoup progressé? Après, j'ai commencé, on va dire, c'est pas beaucoup progressé, mais j'ai commencé à apprendre à régler un vélo. Ok.
à comprendre comment ça fonctionne, des suspensions. Qu'est-ce que j'aimais aussi, tu vois, en termes de réglage et tout ça. Donc, ouais, pas mal de choses comme ça. On avait fait un premier test camp à Paye avec SRAM RockShox. Donc, ouais, c'était méga intéressant. Moi, j'arrivais dans ce monde-là. On va à Paye faire 2 jours de test avec RockShox et t'es là, ben, ok. Ah ouais, c'est ça en fait, être pro et développer un vélo et tout ça. Donc, c'était vraiment intéressant. Ouais. Ok. Et donc là, c'est 2022. Donc, c'est la saison 2023 à 2020 2020-21 chez les Ravanel. Ouais. 2020-21 chez Ravanel. Ok. Comment ça se passe tes saisons là? Ça se passe pas trop mal. 2020, du coup, confinement, Covid, saison vraiment raccourcie. Je crois que mon meilleur résultat en 2020, ça doit être une 10e place ou 11e place à finaler sur la dernière Coupe du Monde. Okay. On en avait eu 3 cette année des Coupes du Monde. La toute première, il avait neigé, Zermatt. Du coup, on avait eu une seule spéciale et demie. Ils avaient coupé une spéciale et on en avait eu une autre entière. Où j'avais fait pas trop mal dans une spéciale, mais dans la première, j'étais tombé. Donc forcément, sur 2 spéciales, autant te dire que t'es loin. Après, on avait fait quoi d'autre? Pietra Ligure, qui était ultra physique. Des conditions assez abominables. J'étais tombé, je m'étais ouvert le genou. J'avais pas fini la course du coup. 4 points de suture au genou. Et la semaine d'après, on était à finalé. Donc j'étais avec mes poings qui tiraient comme pas possible toute la semaine. J'ai réussi à peu près à faire les recos comme il faut en pédalant et tout ça. Et je finis, ouais, je crois 10e ou 11e. Donc vraiment pas loin du top 10 et donc pas trop mal. Et l'année d'après, 2021, on avait des doubles courses. On avait mercredi la course et dimanche la course aussi, sur les mêmes lieux. Et je fais une saison plutôt correcte, à peu près top 20, top 15 tout le long. Et Loudanvielle, première année où il y a une Coupe du Monde à Loudanvielle. Je m'éclate. Je me fracture de l'omoplate. Je tombe dans un arbre. C'était la première spéciale. Et fin de saison. Sympa. Mais sinon, après, à côté de ça, tu vois, j'avais fait quand même une belle saison. Je gagne le championnat de France en 2021. Mon premier titre de champion de France 2021, du coup, quand j'étais chez les Ravanel. Et puis donc pas trop mal, quoi, quand même. Ouais. Donc, 2022, 2022-2023 2022, 23, 24, Commencal Enduro Project. Ok. Création du Team Factory Commencal Enduro Project. Où je suis quand même à la base du projet aussi avec Arthur Kett, l'ingénieur de chez Commencal. Et là où vraiment, ce qu'on a voulu avec ce team, c'est avoir un team de développement. Le Meta V5 allait sortir et du coup, on allait se servir de cette structure-là pour développer le Meta V5 pendant 1 an et le commercialiser du coup en 2023. Donc 2022, c'était vraiment une année de développement de vélo, construction de la structure. 2023, le projet, c'était de faire un peu plus de médias justement autour du vélo et tout ça. Et 2024, le but, c'était de performer. On avait un projet sur 3 ans du coup avec le team et qui était vraiment intéressant. Et bon, ça allait un peu plus vite que ça, quoi, du coup, en termes de performance. On a commencé très loin, on va dire. On était 3 dans le team en classique. Guillaume Larbeyou, Louis Jandel, moi. Et en e-bike, on a été avec Mathieu Ruffray. Et je gagne le championnat de France début de saison. On était encore sur les V4, les Meta V4. On change, on prend les proto V5 2 semaines après le championnat de France et 2 semaines avant la première Coupe du Monde, qui était en Écosse. On arrive en Écosse, on prend une tollée complète. Les 3 du team, on était, je crois, peut-être 32, 33, 35. Moi, le dernier. Et là, tu dis, waouh, coup dur. Et moi, j'avais vraiment des mauvaises sensations, tu vois, sur le vélo, qui était le Meta V5, le nouveau vélo, quoi, tu vois. On venait de le recevoir, le proto et tout. On avait fait des tests, ça allait à peu près, enfin, ça allait même bien, tu vois. Mais le terrain sur lequel on les a testés était complètement différent du terrain sur lequel on est arrivé en Écosse. Et là, ouais, vraiment coup dur, quoi.
On va sur la course d'après, qui était la Slovénie. Il y avait une spéciale méga longue. J'arrivais tout juste à tenir mon guidon à partir de la moitié de la spéciale. Pareil, on subissait énormément. On finit peut-être un peu mieux, tu vois, vers les 25, 30. Mais quand même coup dur. Et là, du coup, on remet quand même pas mal de choses en question sur le vélo, tout ça. Et avec Arthur, on fait un boulot phénoménal. Vraiment, il y avait 2 semaines avant la Coupe du Monde d'après qui était Canazei. Et on a passé les 2 semaines à faire que des échanges entre Arthur, les mécanos et du coup moi-même pour pouvoir essayer d'améliorer en fait tout ce qui allait pas. Et on arrive à Canazei avec des nouveaux settings sur le vélo, tout ça. Et là, je fais 7e. Et avec des bonnes sensations, tu vois, sur le vélo. Enfin, je retrouvais du plaisir, tu vois, à rouler, tout ça. Qu'est-ce que vous aviez changé? Beaucoup de settings suspension. Okay. Essentiellement ça. On avait mis une nouvelle cartouche dans la fourche. On avait fait 2-3 ajustements sur l'amortisseur. Et surtout, on avait commencé à mettre la télémétrie, donc l'acquisition de données sur les suspensions pendant les recos pour pouvoir ajuster en direct et adapter au terrain, en fait. Et ça a été mes game changer, quoi. Un tout petit mot avant de reprendre cet épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter En roue libre, mais seule une petite partie d'entre vous y est abonnée. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous sur YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le geste le plus simple pour soutenir mon travail, aider En roue libre à grandir et permettre à d'autres passionnés de découvrir ces épisodes et ces reportages. Merci pour votre soutien. Retour à l'épisode. Oui, parce que c'est vrai que quand tu développes un nouveau vélo, un nouveau châssis, un cadre, s'il y a un truc qui merde, bon, tu peux te dire, c'est le cadre qui est pas bon, mais là, tu nous dis, non, mais c'était uniquement les suspensions. Il y avait aussi du cadre. Hein. Ouais. Il n'y avait pas que les suspensions. Okay. Mais en gros, fallait nous, avec ce qu'on pouvait jouer en si peu de temps, il n'y avait que les suspensions. Ouais. Tu vois, on ne pouvait pas reproduire une nouvelle biellette, changer un triangle ou on ne pouvait pas modifier tout ça en 2 semaines avant la Coupe du Monde d'après. Ouais. Et on n'était même pas sûr que ça soit ça, tu vois. On avait des pistes et tout ça parce que en gros, le plus gros problème qu'on avait, c'est qu'on n'arrivait pas à tenir le guidon sur des longues spéciales. Dès que c'était défoncé, on sentait le vélo beaucoup trop rigide, qui encaissait pas du tout les chocs et tout ça. Et du coup, on a réussi à améliorer par rapport aux suspensions. Ça restait quand même pas, tu vois, idéal, mais on a réussi à trouver un truc qui était vraiment bon. Et on a continué après cette course-là, du coup, à bosser là-dessus, quoi. Comment on pouvait rendre le vélo encore plus facile, entre guillemets, à rouler, quoi, qui nous aide plutôt que de nous pénaliser. Okay. Et ça a été, pour moi, cette année, elle a été juste incroyable, tu vois, en termes de résultats aussi, mais surtout de travail, tu vois, que j'ai pu faire avec Arthur, de compréhension de tout ça, de développement et d'analyse. Tu vois, t'as vraiment une certaine introspection à faire aussi, parce qu'après les 2 premières courses où ça va vraiment pas, alors que tu vois, tu rentres dans une nouvelle structure, t'as un gros projet et tout. Moi, je m'étais entraîné comme un fou. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Tous les feux étaient au vert, tu vois, pour que ça performe. Le championnat de France, j'avais gagné avec quand même pas mal d'avance. Donc vraiment, tu vois, tout le monde était là en mode ouais, Alex, cette année, ça va le faire, quoi, tu vois. On a hâte de le voir sur la première Coupe du Monde. Et là, les 2 premières, ça marche pas. Et là, à la fin des 2 premières, j'étais en mode pourquoi je fais du vélo, quoi. Là, mentalement, tu vois, j'étais quand même au fond. Et puis là, il y a eu ce petit truc de Canazei, ça va mieux. Et on commence à reprendre du plaisir sur le vélo. Donc ça, ça a été assez cool. Derrière, on a fait beaucoup de tests. Moi, je suis retourné en Andorre où j'habitais. Et pour développer le vélo encore plus, du coup, avec Arthur, les mécanos, les ingés là-bas chez Commensal direct. Et on a transformé le vélo, en fait, en très peu de temps et avec des tout petits trucs. Et on arrive, du coup, c'était quoi? C'est courant d'été, Canada, États-Unis. Canada, malheureusement, je casse une roue sur la première spéciale. Je la change, donc je prends 3 minutes de pénalité. Mais sinon, j'ai roulé quand même plutôt bien. Tu vois, je finis quand même 50e en changeant la roue et en prenant 3 minutes. On va aux États-Unis. La première course aux États-Unis, je finis 10e ou 11e, tu vois, vers le top 10.
Et la deuxième aux États-Unis, je finis 4e. Donc en fait, toute l'année, tu vois, les résultats, ils allaient en s'améliorant et tout. Donc c'était vraiment cool. Et puis on arrive fin de saison. Crans-Montana, je finis 11e. Et Loup-d'Anvielle, je gagne. Et là, tu dis waouh. Le parcours de 35 à premier en une saison. Tout ça en faisant des petits ajustements, tu vois, sur le vélo, en moi continuant à m'entraîner aussi, et tout ça, quoi. Donc, c'était juste une saison magnifique. On pouvait pas mieux clôturer la saison. Alors, tu disais que le projet était quand même sur 3 ans. Ouais. 3 ans, ça t'amenait à 2024. Ouais, c'est ça. Ouais. 2024, quand même, il s'est passé un truc assez cool, c'est que tu es devenu champion du monde. Le premier champion du monde de l'histoire de l'enduro. Est-ce que ça faisait partie de tes rêves lointains ou tu t'es vraiment fixé un objectif, c'est je veux être champion du monde? Bah, c'était quand même assez compliqué de se fixer celui-là en enduro, sachant que le championnat du monde n'existait pas. Effectivement. Tu vois, il y avait le rêve de remporter un général de Coupe du Monde, WS, tout ça, qui était pas forcément présent, on va dire, au début. Tu vois, aller chercher les top 10, c'était le premier objectif. Après, une fois qu'il y a eu les top 10, ce premier top 5, tu vois, c'était se rapprocher du top 5 et aller chercher des podiums. 2023, je finis 3e du général de la Coupe du Monde, du coup, ce qui était déjà énorme. Il y a les 2 premières courses où je passe un peu à côté début de saison, et après, les 5 courses d'après, je fais que des podiums. J'en gagne pas une seule, mais je fais que des podiums. 5 podiums sur 5 courses. Donc ça, c'était trop bien déjà. Et on apprend... Donc là, l'objectif, c'était de gagner le général de la Coupe du Monde en 2024. Quand tu fais 3e du général en 2023, tu vas pas viser à faire 3e l'année d'après, quoi, tu vois. Ni 2e. Du coup, je visais le général en 2024. Je galère un peu en début de saison, encore une fois. Je commençais à me rapprocher milieu de saison, tu vois, du top 5. Je rentre dans le top 5 et au final, je finis 4e du général. Et j'ai assez vite, j'ai su que je pouvais plus jouer le général, tu vois. Et on a appris à ce moment-là aussi qu'il y avait un championnat du monde, du coup, qui arrivait à la fin de saison. Donc, à partir du moment où ils ont dit qu'il y avait un championnat du monde qui arrivait, moi, je savais que je peux plus jouer le général. T'imagines bien que l'objectif, il était que sur le championnat du monde. Là, c'était focus championnat du monde à 100% à partir de, je crois que c'était juin. En juin, on nous annonce que mi-septembre, on a le championnat du monde. Donc, ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, ce titre? Je pense que ça m'a permis d'être encore pro sur l'année 2025 surtout, de continuer à faire, tu vois, ce que j'aime, de monter ma structure en 2025, parce que du coup, on avait fait les 3 ans avec le team Commensal Enduro Project, et à la fin de ces 3 années, Commensal a dit on peut plus continuer financièrement à suivre le team, donc on arrête. On était tous de toute façon en fin de contrat, tout ça, il y avait que les 3 ans qui étaient prévus à la base. Et du coup, par contre, ils m'ont proposé, ils m'ont dit on aimerait bien continuer de travailler avec toi, Alex. Donc, si tu veux monter ta propre structure de ton côté, nous, on te suit. Et du coup, je me suis dit, bah, banco, quoi. Moi, j'y vais, j'adore la marque, le développement qu'on a fait sur le vélo, comme je viens de te dire. Je pouvais pas rêver mieux. Le vélo, je le connaissais par cœur, c'est mon vélo, quoi. Et du coup, bah, je me suis dit, ok, banco, je fonce et je crée ma propre structure. Et le maillot m'a vraiment aidé, tu vois, je pense à convaincre les partenaires de continuer à mes côtés. J'ai quasiment gardé tous les sponsors que j'avais avec le team. Donc ça, c'était cool. Je pas trop perdu, tu vois, pas me retrouver avec des nouveaux sponsors à droite à gauche. Donc là-dessus, c'était trop bien. Et ça m'a apporté surtout une visibilité durant l'année, un projet aussi. Tu vois, j'ai pris cette année 2025 vraiment à cœur en mode j'ai un beau maillot sur les épaules, c'est le premier de l'histoire de l'enduro, il faut le montrer. Faut aller le montrer aux jeunes, faut aller le montrer aux gens qui font de l'enduro. Et ouais, du coup, je me suis vraiment, tu vois, j'ai vraiment kiffé toute la saison à me déplacer à droite, à gauche. Je suis parti aux États-Unis, je suis parti au Chili, je suis parti faire la Transmadère, tu vois, je suis allé faire des courses un peu différentes pour pouvoir le montrer au plus grand nombre de personnes, quoi.
Parce que en trial, tu vois, moi, j'en ai toujours rêvé de ce maillot de champion du monde. Quand je voyais les champions du monde qu'on avait en France, en plus, c'est quand même cool à voir. J'étais toujours frustré de les voir peu accessibles. Tu vois, vraiment dans leur coin. Et tu vois, en tant que jeune, quand tu rêves de ça, tu vois, t'as cette envie de pouvoir le côtoyer, de pouvoir le voir rouler et tout ça. Et du coup, j'ai repensé à ce petit enfant que j'étais des années plus tôt et je me suis dit, ok, on va faire partager les gens et on va kiffer et les faire kiffer aussi, quoi, tu vois. Et moi, j'ai passé une année extraordinaire à faire ça. C'était incroyable. Donc, ouais, non, franchement, c'est arrivé au bon moment. C'est le premier, je resterai à jamais dans l'histoire, je pense, tu vois, le premier, donc ça, c'est cool. Et ouais, pas tout le monde peut dire j'ai un maillot de champion du monde à la maison. Bien sûr. Non, mais ça, c'est magnifique. Et effectivement, tu peux être hyper fier de ça et parce que tu as su être là le jour J. Donc ça, c'est Et puis top. avec la manière en plus. La façon dont je le gagne, c'était ouais. Tu peux nous en parler un petit peu d'ailleurs? Ouais, bah des conditions très difficiles. Il avait neigé dans la semaine. Ils ont dû adapter un peu le parcours, tout ça. Le terrain était extrême. Vraiment, il y avait encore de la neige sur les bords de piste. C'était très gras. Les racines, ça glissait quand même pas mal. Et en gros, je gagne la première spéciale, je gagne la deuxième spéciale, je gagne la troisième spéciale, je gagne la quatrième spéciale. Donc, je gagnais toutes les spéciales, quoi. Et j'ai accumulé beaucoup d'avance. J'arrive en haut de la cinquième spéciale qui était la dernière avec 26 secondes d'avance sur le deuxième qui était Richie. Et je fais, je crois, cinquième de la dernière spéciale à 5 secondes du premier qui était Louis Jandel, mon coéquipier. Et enfin, tu vois, la dernière, je savais que s'il m'arrivait pas de problème, si je tombais pas, si j'avais pas de casse, je savais que c'était gagné. Du coup, je franchis la ligne, je sais que j'ai gagné. Et là, c'est juste énorme, quoi. Toutes les émotions qui redescendent et tout. Et d'autant plus après quand j'ai Louis Jandel qui me dit je suis deuxième. Il était troisième avant la dernière spéciale et il passe deuxième dans la dernière spéciale. Et là, on fait 1 et 2. La dernière course du team. Peut pas rêver mieux. Énorme. Ouais. T'imagines? Tout ce qu'on a construit du coup pendant 3 ans. Là, on arrive, on fait 1 et 2 du premier championnat du monde du coup de l'histoire, de la dernière course du team. L'histoire, elle est trop belle. Et devant un Richie Rude. Et devant un Richie Rude qui était, qui est d'ailleurs toujours le pilier de l'enduro, quoi, tu vois. Ouais. Donc ouais, c'était cool. Est-ce que tu peux nous parler des changements qu'il a fallu que tu opères en tant que pilote privé, mais avec ta structure? J'imagine que ça change quand même pas mal de choses parce que tu dois gérer les sponsors toi-même, tu dois tout faire toi-même globalement. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bah ça c'est vraiment une nouvelle approche, quoi, complet. Tu vois, j'ai l'impression d'être chef d'entreprise maintenant. Je le suis du coup. Est-ce que du coup tu as fait l'update à ta maman? Maman, je suis chef d'entreprise. C'est ça, ouais. Maman est au courant de la situation et elle voit que je bosse sacrément maintenant. D'autant plus que quand j'étais juste athlète. Hein. Là, elle a l'impression que j'ai un vrai métier, mais que j'en ai pas qu'un seul, du coup. Ah ouais. Et ouais, ça n'a pas été forcément facile, tu vois. Il a fallu que je crée la structure, du coup, en 3-4 mois. Que j'arrive à trouver tous les sponsors, boucler le budget, convaincre tout le monde du projet atypique, tu vois, de pas faire toutes les Coupes du Monde aussi en 2025, d'aller faire justement toutes ces courses un peu à droite, à gauche et tout. Un beau projet média aussi derrière tout ça. Tu vois, j'avais Marvin, que je salue, qui m'a suivi toute la saison côté média, que ce soit pour les réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube. On a démarré une chaîne YouTube où on partage aussi beaucoup de notre quotidien. Trouver un mécano, Tom Escorn, mon mécano aussi, que j'ai rencontré du coup, c'était assez tard quand même, janvier ou février, quelque chose comme ça. Fin janvier, début février, ouais. Et la première étape, c'est vraiment été boucler les sponsors, tu vois. Boucler les sponsors, savoir le budget que j'ai. Du coup, avec ce budget, définir ce que je vais pouvoir faire comme course. Si je peux avoir un mécano. Parce que sinon, le plan B, c'était prendre mon père, du coup, qui a travaillé 10 ans dans un magasin de vélo, qui est bon mécanicien, on va dire, lambda, mais pas de compétition, tu vois. Okay. C'est lui qui me fait mes roues encore à l'heure actuelle, par contre. Ah ouais. C'est lui qui me rayonne toutes mes roues.
Et après, ouais, du coup, trouver comment manager tout ça. Tu vois, vraiment manager l'équipe complète. J'ai pu reprendre ma kiné qu'on avait aussi avec le team Commensal Enduro Project par le passé. Donc ça, c'était cool. Vraiment, j'ai recréé une structure tel un team. Tu vois, c'est privateur, mais quand même plus. Avec un fonctionnement de team, on va dire, dans tous ces aspects, quoi. Et ouais, ça demande énormément de boulot, beaucoup de boulot derrière l'ordinateur, tu vois, de mails, relations avec les partenaires, les commandes des pièces, la gestion du suivi justement des commandes, tout cet aspect logistique que je connaissais pas du tout et qui prend un temps de fou. Donc ça a été une sacrée découverte, mais à la fois ultra enrichissant. Tu vois, personnellement, j'ai l'impression d'avoir évolué énormément, quoi. Ça m'apporte au quotidien. Enfin ouais, c'est trop cool. Et humainement aussi, quoi. J'ai recréé une petite famille du coup avec cette structure-là. Et ça se passe trop bien. Là, on est après le championnat de France en Corse, on est resté une semaine, tu vois, tous ensemble en vacances et tout. Et ouais, c'est vraiment une deuxième petite famille que j'ai recréée, quoi. Donc c'est cool, ça se passe bien. On a fait une belle saison en plus de ça, tu vois. J'avais un peu des doutes au début par rapport au fait que je m'entraînais beaucoup moins. Parce que on va pas se le cacher, tout le temps que je passe du coup à organiser tout ça, avec tous les voyages que j'ai fait en plus, c'est du temps que t'es pas à la maison à être focus sur ton entraînement, sur ta compétition et tout. La chance que j'ai eue, c'est que le vélo, je l'ai quasiment pas touché. Tu vois, comparé à l'année dernière. On a fait 2-3 petits ajustements parce que je roulais en 38, là je suis repassé en 36. On est passé sur un vélo avec un poil moins de débattement. Un vélo un peu plus light. Et du coup, on a fait 2-3 ajustements là-dessus, mais on y a passé, je crois, 2-3 jours avec Arthur. Toujours avec Arthur. Et puis voilà, quoi. Donc, j'ai gagné du temps là-dessus. Alors, pardon, que d'habitude, chaque fin de saison, enfin chaque intersaison, il faut repartir sur du développement, redévelopper un nouveau vélo. Enfin, c'est des trucs qui prennent évidemment beaucoup de temps. Ouais, c'est ça, ouais. Généralement, tu y passes beaucoup de temps. Suivant aussi si tu changes les partenaires, tu vois. Moi, j'ai changé de partenaire de pneus, je suis passé Maxxis. Donc là, ça a été aussi... Pardon. Le truc le plus complexe, on va dire. Tu vas redécouvrir toute une gamme de pneus, tout tester et savoir ce dont j'allais avoir besoin, tu vois, pour la saison. On va dire que c'est là où j'ai passé le plus de temps cet hiver en développement. Juste trouver en fait les pneus que je voulais rouler. Ok. Mais sinon, le vélo en soi, on l'a pas trop changé. Ok. Des petits ajustements à droite à gauche, mais du coup, ça faisait 3 ans que je le roulais. On avait une très bonne base. Ça déroulait, quoi. Parle-nous un peu de cette saison 2025. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Tu peux nous en parler un petit peu et nous dire ton analyse sur cette saison? Ouais, carrément. Il y a eu des hauts et des bas. C'est vraiment le mot qu'on peut choisir. Pardon. Des découvertes aussi. Je suis allé faire la DH urbaine de Valparaiso en début de saison. Quelque chose de tout nouveau, tu vois, pour moi, mais que je vais continuer à faire. Ça m'a vraiment plu. Et puis après, des enduros comme les Coupes du Monde enduro, les courses à étapes aussi, Transmadère, Transbici. Et les formats aussi comme Média Avalanche, Montagne of Hell, du coup, qui est vraiment des formats que je découvrais aussi cette année. Donc, tu vois, j'ai ouvert le spectre, on va dire, de mon champ de vision du VTT All Mountain Enduro que j'avais. Et je fais quand même une belle saison globalement. J'aurais aimé un peu plus de première place. Je crois que je gagne 4 courses sur 20... je crois que je fais 24 courses cette saison, ce qui est énorme. Et ouais, j'en gagne que 4, dont une Coupe du Monde quand même, le championnat de France. Donc ça, c'est cool. Et après, je fais beaucoup de podiums. Les 3 Coupes du Monde où j'ai participé, j'étais les 3 sur le podium. Je fais 3 podiums de Coupe du Monde sur 3 courses, dont une victoire. Et après, on va dire la plus grosse déception, c'était le championnat du monde. C'était vraiment l'objectif de conserver le maillot de champion du monde. Et bon, je passe... on peut pas dire que je passe à côté.
parce que je fais quand même une belle course. Je m'étais vraiment préparé à fond pour ça. Je gagne la Coupe du Monde à Combloux le week-end d'avant. Donc j'étais en forme, tout allait bien. J'avais des watts que j'avais jamais eu avant, notamment à Combloux. C'est-à-dire que physiquement, ça allait bien. Je savais qu'Aletsch, c'était physique. Donc j'étais en confiance là-dessus. Mais ça n'a pas suffi, quoi, tu vois. C'est vraiment un tracé qui me convient pas. Tu vois, je peux le dire. L'année d'avant, j'avais déjà pas forcément aimé. J'étais assez loin, je finis 8e. Là, cette année, du coup, je finis 4e. Et vraiment, j'ai l'impression de bien rouler, quoi, tu vois. Je fais 2-3 petites erreurs. Et notamment, bon, là, dans la dernière spéciale, je fais beaucoup d'erreurs, mais ça, c'est autre chose. Mais avant ça, déjà, dur de faire mieux, quoi. Personnellement, tu vois, je pense que je suis déjà à 95% de ce que je peux produire, voire un peu plus. Donc, pas trop de regrets de ce côté-là. Mais grosse déception, ouais, de perdre le maillot. Ça a été un coup dur vraiment derrière. J'ai mis du temps, tu vois, à l'accepter et à digérer ça, quoi. Et d'ailleurs, j'enchaîne directement 2 jours après. Je pars au Canada pour la Trans-BC. Et grosse erreur. Trans-BC, donc course par étape. Course par étape, ouais, de 6 jours en au Canada. Colombie-Britannique. C'est ça. Et j'aurais pas dû, clairement, tu vois, ça a été le trop plein, quoi. Au moment où il fallait que je m'arrête, j'ai continué à pousser en me disant ouais, ça va être bien, je vais reprendre du plaisir à faire autre chose. Sauf que j'avais pas la tête en fait à faire du vélo à ce moment-là, quoi. Donc gros crash en BC. Et là, je me dis bon, là faut vraiment couper et faut prendre du temps pour toi. Et du coup, je suis rentré plus tôt à la maison, j'ai tout coupé, j'ai arrêté le vélo pendant 3 semaines. J'ai continué à faire un peu de sport, tu vois, à droite à gauche, vraiment par envie. Et petit à petit, c'est revenu de faire du vélo, quoi, tu vois. Et je suis remonté d'ailleurs sur le vélo pour la première fois. C'était en Andorre pour pouvoir faire des tests justement sur mon vélo du championnat du monde. Parce qu'il y avait un truc qui allait pas sur mon vélo du championnat du monde. Il faut savoir que j'avais eu un vélo qui était avec une peinture custom. Et c'était un vélo que j'avais jamais roulé, que j'ai eu juste pour le championnat du monde. Et on galérait avec un problème de suspension arrière, de réglage de suspension arrière, où je passais au travers complet. Et on a galéré pendant 3 jours sur les championnats du monde à trouver d'où ça venait. Et du coup, on voulait savoir d'où ça venait par la suite, quoi. Donc, je suis retourné en Andorre, on a essayé de faire des tests et tout. Et en fait, la réponse, elle est juste que les biellettes que je roule, moi, sur mon vélo de compétition, elles sont différentes de celles d'origine. Et on en avait une qui était légèrement différente, qui n'avait pas le même anthrax. Et du coup, ça me changeait complètement la courbe de l'amortisseur. Et en fin de course, quoi, l'amortisseur, il relâche complètement la force. Et du coup, c'est pour ça que je passais au travers ultra facilement. Et donc là, c'est une erreur un peu de notre part. Et il y a eu déjà, je pense, un peu d'incompréhension, tu vois, au moment quand on discutait avec Arthur, tu vois, notamment. Moi, que je lui faisais part de mes retours et lui de sa compréhension du coup de la chose. Et parce que en gros, on avait la solution dans nos mains, c'est que j'avais mon vélo avec lequel j'avais gagné à Combloux la semaine d'avant. Et il suffisait juste de reprendre la biellette de ce vélo, la mettre sur le vélo du championnat du monde, et c'était bon, quoi. Et on a juste zappé ça, quoi, tu vois. C'est le truc qu'on peut regretter. Sinon, tout le reste, on a tout essayé pour essayer de le faire marcher au mieux. Mais après, comme je leur ai dit, tu vois, ils s'en voulaient énormément, que ce soit Tom, mon mécano, ou Arthur. Ils s'en voulaient énormément de ça. Et je leur ai dit, mais les gars, même si j'avais mon vélo qui marchait comme à Combloux ou qui marchait mieux, jamais j'aurais pu aller chercher le temps d'écart que j'ai avec le premier. J'aurais peut-être pu faire 3e, mais on n'était pas là pour ça, quoi. Donc ouais, il n'y a pas de regret à avoir là-dessus au final. Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu pouvais revenir justement après ces championnats du monde et avant la Trans-BC? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Je m'écouterais beaucoup plus parce que la veille de prendre l'avion du championnat du monde, j'étais là en mode j'ai pas envie d'y aller, j'ai plus envie de faire du vélo. Ouais, juste ça, quoi, tu vois, j'étais en mode non, là faut que je coupe.
mais à la fois, le voyage était prévu. Professionnellement parlant, je me voyais pas en fait dire à la Transbc, bah, je viens pas. Tu vois, je leur avais quand même promis du contenu, tout ça, de la visibilité. Et du coup, je me suis forcé à y aller. Alors qu'à ce moment-là, j'aurais vraiment dû m'écouter et dire stop, non, j'y vais pas, c'est pas grave. Et le plus important, c'est que bah, ça aille mieux de mon côté, quoi, d'abord. Et donc, ouais, vraiment ce côté-là. Arriver à s'écouter, à savoir dire non. Tu vois? Ouais, c'est le seul truc. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, ouais, demain se retrouverait dans la même situation que toi parce que ça arrive, on a vu des pilotes qui mentalement peuvent avoir des difficultés ou on peut parler de burn-out parfois ou juste des difficultés à gérer. Ouais, et tu vois, moi, je pense que j'en étais pas trop loin quand même du burn-out. Il y a eu un moment où ça a commencé à être dur. Et heureusement que j'ai dit stop et que j'ai tout coupé parce que sinon, ça aurait pu être, tu vois, plus compliqué. Si j'avais continué à pousser et tout, ça aurait pu, ouais, être, je pense, plus dur de revenir surtout. Et du coup, ouais, juste dire, bah, en mode s'écouter, quoi. Tu vois, juste apprendre à s'écouter, à dire non et, et ouais, son bien-être personnel aussi, tu vois, c'est important. Faut pas avoir peur d'être égoïste dans ces moments-là, je pense. On a l'impression d'être ultra égoïste, tu vois, les athlètes en général. Et là, tu vois, je l'ai pas été assez, quoi. J'ai pour la ref, c'est dans VTT Mag que je lis de temps en temps et donc dédicace à Laurent Reviron. Dans VTT Mag, il parle d'une Loana Lecomte qui devait faire une petite interview et qui finalement a dit bah là je le sens pas ou et donc en fait ça serait le message peut-être Faut pas avoir de honte à dire non, tu vois. ouais Dire non, là, je me sens pas, je le fais pas et même si c'était prévu, c'est pas grave, quoi. Je suis OK avec ça, de pas y aller, de dire non, de m'écouter, quoi. Ouais. Surtout ça. Et je pense qu'on peut compléter aussi en disant que ce que vos sponsors ou les gens qui attendent quelque chose de vous, ce qu'ils attendent de vous, c'est que vous soyez dans votre meilleure forme Bien sûr. et que vous le fassiez le plus longtemps possible. Donc, si c'est pour péter un boulon, faire une dépression ou autre chose, Ou se broyer même, tu vois, se juste broyer, se faire mal, se blesser, bien et du sûr, coup, t'en as pour 6 mois derrière. bien sûr. Au final, est-ce qu'il vaut pas mieux louper une course ou faire un petit break, quoi? Ouais, ouais. Donc, ouais, la priorité. Et on en a un petit peu parlé aussi avec Flo Payette Ouais. sur l'aspect mental, sur le fait de les difficultés que certains athlètes peuvent avoir. Et moi, c'est un sujet qui me touche et donc je voudrais voilà dire à ceux qui pourraient être dans une situation similaire, la priorité c'est vous et personne d'autre quoi. C'est vrai que des fois, on peut avoir même un peu de pression, tu vois, par rapport aux sponsors, de se sentir redevable, tu vois, bah, tu dois être présent, tu dois performer, mais pour être performant, faut aussi être bien dans sa tête, bien dans son corps. Donc, ouais, des fois, faut s'écouter quand même. Ouais. Ouais, ouais. Donc là, t'as coupé 3 semaines, Ouais. t'as repris et puis t'as bien repris. Et j'ai bien repris, ouais. J'ai coupé 3 semaines. Quand j'ai repris, du coup, c'était pour ce fameux test. Ça s'est pas trop mal passé, tu vois, des sensations. J'étais en mode, ouais, ça va. Tu vois, j'étais pas le plus heureux de faire du vélo, mais ça allait quand même. Et le lendemain, surtout, j'ai fait du e-bike. Et là, la banane. Là, j'ai repris le goût au vélo, mais un truc de fou. Genre, je suis parti avec l'e-bike dans la montagne et tout. Et là, j'étais mais le plus heureux. Juste vraiment ouais, tu déconnectes complet, quoi. T'es avec ton vélo, là, tu pars, tu forces pas, tu te fais plaisir en descente, tu vas avoir des spots incroyables. Et là, j'ai repris bien le goût. D'ailleurs, je me suis réentraîné du coup à bloc parce que j'avais quand même l'objectif du championnat de France. J'avais perdu le championnat du monde, j'allais pas laisser mon maillot de champion de France comme ça. Et du coup, championnat de France que je gagne, du coup pour la 5e fois consécutive. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Je garde le maillot sur les épaules, je garde la manche. Et ce qui est d'autant plus cool, c'est que cette année, il était en fin de saison, alors que d'habitude, il est en début de saison. Que personne ne l'avait porté du coup toute la saison, vu que j'avais le maillot de champion du monde sur les épaules.
et que du coup, si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait gagné, il avait pas beaucoup le porter vu que le prochain, il est début de saison prochaine. Valait mieux que ce soit moi qui le garde, quoi. Valait mieux que ce soit toi. Ok, donc là, t'as un 5e titre de champion de France. Qu'est-ce que, quels objectifs tu te fixes d'ailleurs pour l'année prochaine? On va aller chercher le 6e, ça sera cool déjà, Ouais. ça. Champion de France, celui-là, il est coché plus. Et l'objectif, ça va être aller chercher le général de la Coupe du Monde l'année prochaine Mhm. et le championnat du monde. Ouais. Retrouver le maillot arc-en-ciel, celui-là, il est coché plus. Si c'est pas l'année prochaine, 2027, et puis voilà, quoi, tu vois. Qu'est-ce que Mais tu penses devoir faire pour y arriver? beaucoup de choses. Ouais. Toujours, je pense que ça va se passer en plusieurs étapes. On n'a toujours pas la date ni le lieu du championnat du monde, mais on a quand même pas mal de rumeurs en mode ça sera fin d'année, donc octobre, en Italie. On pense, tu vois, à un finalé au Pietra Ligure en octobre. Donc c'est quand même assez tard. Va pas falloir trop se cramer, je pense, sur le début de saison. Et donc les Coupes du Monde, ça, c'est quand même un objectif, mais faut pas se cramer, tu vois, pour le championnat du monde qui reste le plus gros objectif. Donc ouais, essayer de, tu vois, vraiment planifier avec les compétitions que je veux faire à droite à gauche. Je vais en faire moins que cette année. Prendre beaucoup plus de temps pour moi, faire un peu moins de voyages. Et puis voilà, quoi. Toujours essayer de kiffer, par contre. Ça, c'est le mot, je pense, la passion, garder cette petite flamme sur le vélo, c'est vraiment important. Et j'ai un autre objectif aussi, c'est la DH urbaine de Valparaiso. Voilà. Là, j'ai fait 9e du coup cette année. Mm. Et là, j'ai vraiment envie d'essayer d'aller chercher un top 5, top 3, tu vois. Et préparer un vrai vélo pour la DH urbaine et tout ça. Donc, ouais, j'ai plus beaucoup de temps là pour le faire. J'ai le mois de décembre pour préparer ce vélo-là. Et après, c'est parti. Donc ouais. Ouais. Belle saison qui m'attend encore. Bon, parle-nous un petit peu de ton expérience de la méga, puisque on est là, on enregistre, on est le jeudi 20 novembre et la méga donc commence samedi avec les qualifs qu'on a reconnus ce matin et donc dimanche avec la course. C'est quoi ton expérience avec la méga et puis comment tu trouves cette course d'ailleurs par rapport au reste des compétitions d'enduro à étapes, enfin à spéciales, on va dire. Ouais. J'ai pas une grosse expérience déjà de la méga. Ma première, c'était l'année dernière, il y a 1 an ici. Et j'ai fait l'Alpe d'Huez aussi cette année, tu vois. J'en ai fait que 2. J'ai fait la Montagne Eiffel qui est dans le même style aussi. Et je trouve ces formats-là vraiment très durs. Ultra physiques. Que ce soit Montagne Eiffel, méga avalanche de l'Alpe d'Huez, méga avalanche de la Réunion. Les 3 courses sont très très physiques. Que ça soit haut du corps, mais aussi pédalage. Les deux combinés, tu finis la course, t'es rincé. Et t'as que 30 ou 45 minutes de descente, quoi, tu vois. Mais t'es mort. Donc, c'est vraiment particulier à appréhender aussi. Le fait de partir en mass start. Il y a toute une gestion, en fait, que t'as pas habituellement, quoi. Normalement, tu pars dans ton run, tu fais ton run à fond en te gérant toi-même, avec tes capacités. Là, t'as aussi tous les autres à côté à gérer, connaître leurs points forts, leurs points faibles, savoir quand est-ce qu'ils doivent pas te doubler parce que ça se trouve ils vont te gêner derrière, ou savoir à quel moment eux tu sais qu'ils vont essayer de t'attaquer, tout ça. Enfin, tu vois, c'est vraiment beaucoup de stratégie. Mais c'est marrant. Tu vois, c'est très dur, mais quand t'arrives en bas, t'es quand même trop content, quoi. Ouais. T'es en mode, sacrée expérience. Ouais. Et du coup, c'est ce côté-là qui est cool. Mais sinon, des fois, t'es en mode, pourquoi je suis là? Ouais. Ça va être dur. Ouais. Là, quand on a fait la reco, là, t'es là, mais Oui. pourquoi je suis là, vraiment? Mais bon, on sait que dimanche soir, à la fin de la course, on se dira, ouais, c'était cool, quoi. Ouais. On a chié, mais c'était cool. Ah ouais, mais je pense que c'est la même chose pour des marathons, des trucs comme ça. Même qui des sont... épiques enduro, aussi, du longue distance, des trucs comme ça. Ouais. Des trucs qui sont hyper durs, mais à la fin, tu as vécu une vraie expérience. Quoi. Ouais, c'est ça. Et tu ici, te dépasses et tu pousses à 100%, quoi. Ouais. Donc, ouais. Ah ouais. Puis ici, avec la chaleur, la poussière. Il y a tout. Ouais.
La poussière, la pluie peut-être, ça se trouve. Le déluge et des conditions qu'on n'a encore pas roulé, tu vois, c'est possible. Donc, ouais. C'est quoi ta stratégie pour là, ce week-end de course? Bon, sachant que l'épisode sortira, bon, si tout se passe bien, courant janvier. Bon, on n'entendra pas avant, mais c'est quoi la stratégie là? La stratégie, bon, déjà, c'est d'être bien placé, tu vois. Gagner la qualif, ça serait idéal. 1 ou 2 ouais, sur la qualif, ça serait bien. Pour pouvoir choisir sa position sur la ligne de départ. Être en première ligne, ça, c'est obligatoire, j'ai envie de dire. Et plus tu rentres tôt en ligne, mieux tu choisis ta place pour le départ. Et mieux tu peux partir, du coup. Parce que l'objectif, c'est quand même de faire le hot shot. Partir devant. Et essayer de rester devant le plus possible, quoi. Je sais que physiquement, tu vois, des Hugo Pigeon, Maël Ferron sont quand même, je pense, au-dessus. Même les Réunionnais sont très chauds. Ouais. Théo, Woody, falloir s'en méfier. Donc, ouais, moi, l'objectif, c'est d'essayer de partir devant. C'est quand même un peu physique le début, donc il va falloir serrer les dents. Et après, creuser l'écart, on va dire, dans le technique. Et plus c'est technique, mieux ça sera pour moi. Plus je pourrais faire de différence. Parce que je pense, tu vois, que techniquement, je suis quand même un peu au-dessus des gars. Et résister après toute la fin, parce que la fin, elle est ultra physique, le gros pédalage sur la route et tout. Et du coup, avoir emmagasiné le plus de temps possible d'avance avant toute cette partie-là, et après maintenir cette place, quoi, tu vois. Ouais, parce qu'on a un Hugo Pigeon qui va rien lâcher sur la route. Ah, Hugo, il lâche rien, mais partout. Mais partout, oui, Pas oui. que sur la route. Mais c'est vrai que Hugo, c'est quand même un pilote qui est connu pour être particulièrement physique et faire beaucoup de mal sur ses parties roulantes. Je me rappelle l'année dernière quand il m'avait doublé là sur le haut dans un petit pédalage, mais il m'avait déposé, quoi. Ouais. C'était injouable. Donc, ok. Donc, tu te fixes un objectif pour la méga? C'est dur de s'en fixer en vrai. Ouais. J'aimerais bien la gagner, mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, tu vois, pour la gagner. Donc c'est dur de se dire, ouais, je sais qu'en étant à 100%, c'est sûr que je la gagne, quoi, tu vois. Non, et ça dépend pas que de moi, clairement. Même en étant à 100%, si tu mets un Hugo en face à 100%, je pense qu'il est dehors. Ouais. Donc voilà, va falloir essayer d'être bon, stratégique et tout ça. Après, ouais, la gagner, c'est sûr que ça serait cool. Bon, rendez-vous dimanche pour nous deux, et puis vous qui nous regardez ou nous écoutez, vous aurez le privilège d'avoir le résultat déjà depuis longtemps. Donc voilà. C'est quoi alors bon, la suite, on en a un petit peu parlé, le programme 2026, les objectifs. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup? Même si on a une petite idée déjà. Être heureux sur le vélo, continuer à kiffer vraiment, de prendre du plaisir sur mon vélo et être en bonne santé aussi. C'est quand même le plus important. Si tu veux pouvoir faire du vélo déjà, faut être en bonne santé, pas blessé. Et ouais, vraiment, tu vois, le kiff sur le vélo, c'est le plus important, je pense. Ouais. Peu importe les résultats, si t'es derrière mais que t'as pris du plaisir, c'est cool, quoi. donc voilà. Et puis après, ouais, en termes de résultats, c'est reconquérir ce titre de champion du monde et que ma structure, tu vois, puisse évoluer, perdurer, et quoi, ça continue comme ça, quoi. Que je puisse continuer à vivre de ma passion comme je le fais à l'heure actuelle. Ouais. Donc ouais, il y a quand même pas mal d'enjeux. Ok. Si tu avais un invité que tu aimerais entendre dans un prochain épisode d'En roue libre, ce serait qui? Bon, il y en a un particulièrement, mais celui-là, je sais que tu l'auras un jour, c'est Arthur. Et après, non, par contre, je pensais à Myriam Nicole Pompon. Oui, bien sûr. Pompon, oui, Myriam. Je la connais pas assez, tu vois. Et j'aimerais vraiment la connaître un peu plus. Ouais. Qui a l'air d'être ultra professionnelle dans toute son approche et tout. Et je pense très inspirante, ouais, Myriam. Ok. Une femme en plus, tu vois, dans ce monde-là qui est pas forcément très représenté au niveau féminin. C'est sûr. Et ouais. Pompon. Ok. Je prends. Un mot pour la fin? Merci. Et puis qu'on se tire bien la bourre sur la méga.
Bien sûr. Bon, alors techniquement, je vais pas vraiment me tirer la bourre avec toi, mais bon, Ah, sait-on jamais, hein. sait-on jamais. Si tu crèves ou un truc comme ça, peut-être que si tu casses ta chaîne. Je me le souhaite pas. Je te le Non, souhaite. mais bien sûr, oui, non, mais personne souhaite ça. Non, non, je te souhaite évidemment de faire une belle course, bien en forme, avec tout qui marche, et puis au bout, on verra ce que ça donne. Exactement. Ouais. Mais merci en tout cas. Continue à faire ce que tu fais. Et puis à tout le monde qui fait faire du vélo, faites du vélo. Et n'hésitez pas à venir me voir en personne. Mm. Je reste quand même ultra accessible. Et, à m'envoyer des messages, que ce soit sur Instagram, Facebook, tout ça. C'est moi qui réponds aux messages. C'est Marvin qui gère beaucoup d'Instagram, mais c'est moi qui suis aux commandes des messages quand même. Et puis voilà quoi. Ouais. Bon, à moi. Merci. Merci parce que c'est un chouette parcours. C'est un chouette parcours qui montre que même si on vient pas de la discipline initialement, bah, y a des parcours qui y amènent et qu'on peut se prêter à rêver d'avoir un petit maillot arc-en-ciel avec du travail, avec un bon background, en étant bien encadré. Et je trouve que ça, c'est assez chouette, quoi. Et puis aussi de voir le côté humain, humain et passionné de quelqu'un qui est champion du monde, qui était champion du monde. Mais je trouve que c'est important aussi pour tous les gens qui ont des ambitions de faire carrière, ou en tout cas de faire quelque chose de significatif dans le monde du vélo. Je trouve que c'est important aussi d'avoir des exemples comme toi qui montrent qu'il n'y a pas non plus que le vélo. Bien sûr. C'est important, c'est hyper important. On veut en faire une carrière, il y a des enjeux, etc. Mais plus important, c'est soi-même et se privilégier. Et j'espère qu'au travers de ton exemple, de ce qui s'est passé pour toi en 2025, d'autres pourront prendre la décision à un moment donné de dire ok, attention, là, il faut que je me préserve et que je fasse plus attention à moi qu'aux autres. Donc, puisse ton expérience servir à d'autres, en tout cas. J'espère. Ouais. Voilà. Si je peux juste rajouter un petit mot. Bien sûr. Pour les jeunes, surtout, faites du vélo et apprenez à rouler vite en vélo avant de vouloir être un vrai athlète. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent énormément pour devenir pro, mais qui oublient la base de se faire plaisir sur le vélo et de rouler vite en vélo. Donc ouais. Merci pour le rappel. Un remerciement à la Case Bambou qui nous a accueillis, qui nous accueille dans cet écrin magnifique. Génial. On a les carpes quand même à côté. Je pense qu'ils ne le voient pas à la caméra. Mais on a les carpes à côté. C'est magnifique. La Case Bambou, là, on est dans l'arrière du restaurant. Mais de l'autre côté, il y a face à la mer. Face à la mer, on est bien. C'est bien, bien cool. Donc, on remercie très, très chaleureusement toute l'équipe de la Case Bambou qui a la plage de Boucan. Et ouais, Boucan-Canotte. Boucan-Canotte. Et on a été super, super bien accueillis. On a toujours le petit cocktail qu'on va siroter après. Et voilà. Merci à vous tous et toutes qui nous avez regardé et écouté. Un petit peu comme Alex, si vous voulez m'envoyer un message, si vous voulez venir me voir, n'hésitez pas à le faire. C'est moi qui réponds à tous les messages sur Insta et sur YouTube. J'essaye, mais c'est pas toujours très très simple. Vraiment merci parce que je reçois plein de messages de gens qui me disent qu'ils aiment bien en roue libre et qu'ils aiment que vous aimez bien le partage que je fais et tout. Donc moi ça m'envoie toujours un petit peu d'énergie et un petit peu un petit peu d'énergie, quoi, et ça fait plaisir parce que voilà, parfois c'est dur. Ici on peut pas se plaindre, hein, quand même. Ici c'est quand même plutôt cool. On peut pas se plaindre, ouais. Donc voilà. Je remercie également l'organisation de la Méga Avalanche, donc l'UCC, de te permettre et de me permettre de venir ici. Je suis ici grâce à aussi Florent Payette et l'Enduro Marines que je vous ai partagé dans quelques vidéos, vlogs, et voilà, qui ont permis que je sois ici à enregistrer ce bel épisode, notamment avec Alex. Donc voilà, merci à tous ces gens-là. Et puis voilà, d'ici la prochaine, n'oubliez pas de kiffer très fort. À très bientôt. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode d'En roue libre. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de passer plus de temps sur votre vélo.
Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur YouTube et sur Instagram pour ne rien manquer de l'actualité d'En roue libre, être tenu au courant des derniers contenus disponibles et accéder aux coulisses des tournages des épisodes et des reportages. Et pensez à partager cet épisode à un ou une passionnée comme vous. Et si vous représentez une marque ou un acteur du monde du vélo et que vous cherchez à gagner en visibilité, je vous accompagne directement avec Line, mon agence spécialisée dans le conseil et la production de contenu pour l'industrie du cycle. Pour en savoir plus, vous pouvez réserver un appel avec moi sur agenceline.fr, agenceline.fr. Vous venez d'écouter En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo, et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.